Merci beaucoup, Réginald. Merci, docteur, de venir dans ce fauteuil. Merci de m'inviter dans ce fauteuil. Ouais, je suis vraiment ravie de vous recevoir. J'ai insisté parce qu'on va parler de votre livre et de la thématique du sucre. Oui. C'est très important, il est ultra présent dans notre quotidien. Mais je voulais montrer votre livre pour commencer parce que c'est la première chose qui m'a interpellée. Sucre, l'ennemi public numéro 1. Ok, oui. Ça on comprend. Mais cette étiquette comme ça que vous avez choisie pour la couverture, c'est non sans rappeler la nocivité du tabac. Merci. Donc, voilà. J'allais dire clin d'œil, c'est positif, mais c'est surtout une référence que vous faites à la dangerosité du sucre avec cette étiquette. Oui, parce que le sucre, a priori, il a une image dans la conscience sociale de produit naturel. Mais je rappelle que le sucre n'existe pas à l'état naturel. Mais dans les fruits? Dans les fruits. Mais vous mangez un fruit, 2 fruits, 3 fruits. Mais le sucre en poudre, c'est un produit industriel qui a été créé à la fin du 19e siècle. Donc, on prend de la canne à sucre ou de la betterave, on la chauffe, on la bout, et puis après, on dessèche et on fait le sucre. Mais, donc, c'est un produit totalement industriel. Mais qu'on a partout, aujourd'hui, autour de nous, dans notre alimentation. Est-ce qu'on peut vraiment l'éviter, le sucre? Ah oui, on peut l'éviter. Alors, pourquoi il est partout? Il est partout parce que le sucre, c'est un très bon conservateur et c'est un excellent exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il va rendre les choses et puis il va un peu adoucir les acidités. Quand on a des produits qui ne sont pas de très bonne qualité, le fait de mettre du sucre, ça permet de... Voilà, on en met dans... Ça masque un peu. Et puis surtout, ça flatte. C'est-à-dire qu'on a un rapport au sucre qui est un rapport très particulier. Je vous rappelle que le sucre, quand on est à l'état de fœtus, dans le ventre de sa maman, on déglutit un liquide qui est légèrement sucré. Quand on va téter le sein de sa mère, si le lait est légèrement sucré, c'est qu'il est bon à la consommation. S'il est acide, c'est-à-dire qu'il y a une infection. Donc, on est codé génétiquement pour avoir une relation au sucre. Et si vous avez du sucre sur le bout de la langue, ça veut dire des capteurs sur la langue qui mesurent l'acidité, l'acide, le sucré, le salé, l'amer, le délicieux. Quand il y a du sucre, ça provoque, au niveau d'une glande dans le cerveau, de la dopamine de plaisir. Et ça c'est du bonheur à l'état pur. Voilà, c'est du bonheur direct. Je prends du sucre, mais le cerveau, lui, qui adore la dopamine de plaisir, il va demander de renouveler l'expérience. Oui. Qui ouvre un paquet de bonbons et n'en prend qu'un? Impossible. Un impossible. Paquet de gâteaux, parce que le cerveau veut reproduire. Donc, vous voyez, on a un rapport, il y a un piège dans le sucre. C'est pour ça que, c'est ce que disait en aparté, c'est-à-dire que dans un pays aussi normé que le nôtre, aussi réglementé que le nôtre, et je ne parle même pas de notre pays, je parle de l'Europe, le taux de sucre qu'on peut mettre dans les quantités de sucre qu'on peut mettre dans les gâteaux, dans les bonbons, il n'y a aucune réglementation. Pourtant, ça a été évoqué. Là. Il y a eu une proposition de taxe sur le sucre à l'Assemblée nationale. Finalement, il y a eu marche arrière. Mais c'était sur les prix. C'est-à-dire qu'on ferait payer davantage des produits qui contiennent beaucoup de sucre. Donc, c'est pour freiner le consommateur. Ça, d'après vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une bonne et une mauvaise idée. Ah. Alors, je vais dire pourquoi c'est une bonne et une mauvaise idée. D'abord, il faut dire que les industriels et le gouvernement, en 2012, ont essayé de faire un effort. Ils se sont réunis en disant on va baisser le sucre. D'ailleurs, les industriels l'ont fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est qu'il y a quand même une prise de conscience de la part des industriels. Encore une fois, il n'y a pas de complot. Personne ne veut nous empoisonner. Enfin, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un certain laxisme. C'est-à-dire que quand vous faites des produits alimentaires, vous avez envie que les gens les consomment. Oui, c'est ce que j'allais dire. On aurait pu imaginer de la part des industriels qui se disent « Ok, j'ai envie de vendre mon produit. » Puisque vous nous avez expliqué qu'on a une appétence pour le sucre, on aime ça, on y retourne. Ils pourraient charger un peu plus les produits, justement, pour essayer de les vendre davantage. Ils les ont chargés, puis ils les déchargent maintenant un petit peu, parce qu'ils sentent bien qu'il commence à y avoir une forme de bronca, en fait, dans la consommation. Mais pourquoi je suis pour la taxe? Parce qu'elle va permettre d'avoir de l'argent. Mais là où je suis contre, c'est que cet argent, il faut qu'il soit utilisé pour la prévention. Oui, il ne faut pas que ça parte dans d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça rentre dans un pot commun. Si vous avez, par exemple, une taxe, je crois que la taxe de la contribution des boissons sucrées qui a été mise en place en 2012, elle rapporte 400 millions à peu près, quelque chose comme ça. C'est à chaque fois une bouteille de soda, c'est 15 centimes plus cher. Voilà. Bon. Est-ce que ça a fait effet? Je ne sais, je ne suis pas sûr que... Je crois que ça a baissé d'1 gramme de la consommation des Français. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, oui. En UK aussi. En Angleterre, ça a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a des campagnes de prévention à l'école. Et donc, si on prend même ne serait-ce que 10% de cette taxe, et que ça permet, dans toutes les écoles, de payer des professionnels de santé, vous prenez 40 millions, vous divisez par le nombre de régions en France et vous donnez aux ARS, qui sont les agences régionales de santé, qui ont un rôle de coordination dans la prévention, eh bien, vous payez des médecins, des diététiciennes, des infirmières, allez dans les écoles, sont payés pour ça. Il y a un programme sur lequel on se met d'accord et on le fait pour les enfants.
et on fait de la prévention. Moi, je le fais. On va en faire. D'ailleurs, on va le faire ensemble, là, ici, sur ce plateau. Voilà. On a parlé du sucre. Mais concrètement, pourquoi c'est dangereux de consommer du sucre? Pourquoi? Parce que le sucre, si vous voulez... Alors, si vous prenez un enfant, il est en pleine croissance. Il brûle tout. D'accord. Okay. D'ailleurs, vous savez très bien, quand on remplit un frigo avec un adolescent, il se vide automatiquement. Bon, mais c'est l'enfant qui bouge, à qui ça peut faire du bien. Mais il va s'habituer à ce goût. Le problème, c'est le référentiel. Vous savez, entre 4 et 7 ans, on fait son référentiel en termes de goût gustatif. 4 et 7 ans, c'est jeune. Oui, hein bah oui. On est tout petit. Si on a l'habitude d'avoir des produits très sucrés, on recherchera toujours ces produits sucrés. Mais comment on fait quand on est parent concrètement? Alors pour les parents qui nous regardent là, qui ont des enfants en bas âge, ça veut dire quoi? Entre 4 et 7 ans, on évite? Non, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de frustration. Bonbons, pas de gâteaux? Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a la routine quotidienne et il y a les exceptions. Quand un enfant va à un anniversaire ou qu'il est invité chez des copains ou des copines, il y aura des bonbons, il y aura tout ça. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est une fois de temps en temps. Par contre, à la maison, à ce moment-là, il faut ne pas acheter des produits dont on sait que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de gâteaux, de petits gâteaux pour les enfants. Les enfants brûlent. Mais il faut s'assurer que les enfants brûlent bien. Ça veut dire, pour brûler, il faut qu'ils bougent. Exactement. Donc ça, c'est un des piliers de la prévention pour éviter les dangers du sucre. Le premier complice du sucre, la première complice du sucre, c'est la sédentarité. Quand on ne bouge pas, on stocke, c'est-à-dire que, ça devient dangereux. Imaginez, vous mangez du sucre et vous ne brûlez pas. C'est comme si vous aviez une voiture dans laquelle vous mettez de l'essence et vous ne roulez pas. À force de mettre de l'essence, vous allez en mettre partout et ça va être une véritable bombe. Et à ce moment-là, elle sera dépassée en termes de sécurité, vous ne pouvez pas rouler avec. Ouais, donc c'est la même chose, le sucre. Tout votre tube digestif, votre intestin, il est là pour fabriquer du glucose, qui est la forme utilisable, à partir des glucides, des lipides, des protéines. Si vous n'apportez que des glucides, l'intestin marche moins, il a moins besoin de marcher. C'est une question d'équilibre, en fait. Exactement. Le système fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de yaka faucon, il faut tout arrêter, et ainsi de suite, on veut nous empoisonner. Non, il n'y a rien. Oui, mais par exemple, des choses pratiques à la maison, donc les gâteaux, ok, pas de manière quotidienne, de temps en temps pour se faire plaisir. Les sodas, on sait que ça, c'est la guerre au soda. Soda très, très mauvais. Le soda, c'est que du sucre. Soda, quand on boit une canette, je ne vais pas donner la marque, mais rouge, on voit de quoi je veux parler. Là, on sait qu'on s'envoie une dose. Justement, on parlait de surcharge dans le moteur. Là, on sait qu'on envoie la fameuse canette rouge, si vous la buvez de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, la canette rouge, c'est très agréable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en boire quotidiennement. C'est en boire tous les jours. C'est en boire tous les jours. Le problème, il est là. Donc, il y a un problème de quantité et il y a un problème aussi de mobilité, de sédentarité. Il faut bouger. Le sucre, c'est fait pour donner de l'énergie. Vous savez, le sucre, il rentre dans un cycle, on s'appelle le cycle de Krebs, et il fait de l'ATP. C'est l'ATP, l'énergie. C'est quoi, ATP? Adénosine triphosphate. C'est ça qui va être brûlé dans les mitochondries, dans les cellules, et qui va donner l'énergie. Voilà, c'est tout. Mais si vous ne bougez pas, votre système de mitochondries va diminuer. Parce qu'en fait, l'organisme, la nature, fabrique quand on en a besoin. Mais pourquoi, quand on mange du sucre, on a l'impression qu'on a de l'énergie, mais pourquoi on a des coups de pompe? Moi, ça m'arrive souvent de manger sucré à un moment donné parce que je me dis, tiens, je vais me donner un peu d'énergie, par exemple avant un tournage ou avant du sport. Alors, bizarrement, ça fait l'effet inverse. Je suis... Tout simplement parce que lorsque vous allez manger du sucre, vous allez avoir la glycémie. Le glucose, sucre, hématie, sang. Donc le taux de sucre dans le sang va augmenter. À partir du moment où il augmente, votre pancréas va faire une hormone qui s'appelle l'insuline, qui va faire rentrer le sucre qui est dans le sang, parce que vous l'avez avalé. À ce moment-là, il va être absorbé et il va aller dans le sang, puisque le sang va aller apporter justement ce sucre aux organes, aux muscles, voilà. Et bien à ce moment-là, le pancréas fait une hormone qui est l'insuline, qui va faire passer le sucre du sang dans les cellules. Sinon, il ne passe pas. S'il n'y a pas d'insuline, il ne passe pas. C'est une clé qui ouvre la porte de la cellule et qui dit « entre glucose ». Voilà. Mais à ce moment-là, si vous avez pris une dose de sucre de charge, vous allez avoir beaucoup d'insuline et donc vous allez descendre. Mais vous allez descendre plus bas que la glycémie de base, la glycémie à jeun. Donc vous allez avoir un petit coup de pompe.
La glycémie, on la surveille. Vous nous avez expliqué ce que c'est. On la surveille. Ça fait partie de la prévention aussi, c'est-à-dire dans une prise de sang. Hein, je pense que tout le monde ici qui nous regarde, vous, moi, dans la prise de sang, c'est le classique. La glycémie, c'est le révélateur de savoir si on a trop de sucre dans le corps ou c'est pas si simple que ça là non plus. C'est pas si simple que ça parce que la glycémie qu'on va vous demander à jeun, c'est une glycémie one shot. Oh, mais a priori, elle est fiable, elle est Normalement, stable, elle est fiable. Mais elle peut être fiable et pourtant, vous avez déjà des désordres. Je vous explique. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de faire la glycémie à jeun. Très bien. Ça, c'est classique. Le deuxième niveau, c'est de faire ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, ce n'est pas très compliqué. C'est en fait la moyenne de toutes les glycémies sur 3 mois. Pourquoi? Parce que le globule rouge dans lequel il y a l'hémoglobine, cette hémoglobine, il y a une fraction qu'on appelle A1C, d'accord, qui va se glyquer, qui va se marier avec le sucre, parce que vous avez une glycémie à jeun. Il y a toujours du sucre dans votre sang. Si vous n'en avez pas, vous tombez dans les pommes. Bon. Et donc, cette fraction se marie avec le sucre. Et son pourcentage détermine si sur 3 mois, vous avez augmenté ou pas significativement. Et ça, pourquoi 3 mois? Parce que le globule rouge, il naît dans la moelle osseuse, il va dans le sang et il meurt dans la rate au bout de 3 mois. Donc, quand on a 3 mois de vision, mais c'est une moyenne. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, vous avez une glycémie à jeun normale et vous avez une hémoglobine glyquée normale. La normale, elle est inférieure à 5,7%. Quand on a déjà les 2 critères, on se dit qu'on est quand même loin d'un problème. Et puis si vous n'avez pas de surpoids, d'obésité, si vous n'avez pas de malaise, si vous n'avez pas de troubles particuliers, voilà, ça va, tout va bien. Voilà. Et il y a le 3e niveau de prévention qui consiste à porter un capteur. Et vous savez, les capteurs qu'on a, vous voyez parfois dans les salles de sport des gens qui ont des petits ronds blancs là. Oui, voilà. oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous donner sur votre téléphone vos glycémies en temps réel. Ah d'accord, comme une montre connectée. Pendant 14 jours, c'est étanche, vous pouvez vous doucher ou nager avec. Moi, je nage avec, parce que moi, je le porte de temps en temps pour savoir où j'en suis. Oui, mais ça ne va pas de toute façon beaucoup changer. Sur une année, par exemple, si vous portez 2 fois le capteur, vous n'allez pas avoir une grosse différence. Non, mais ça dépend de ma vie, ça dépend où j'en suis, ça dépend de l'âge que j'ai. Je n'ai pas la même façon de brûler le sucre à 30 ans qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60. Si j'ai ma ménopause qui arrive ou mon andropause qui arrive, eh bien, ça va changer. En fait, ça évolue en fonction des âges. Exactement. Notre tolérance au sucre et au risque qu'il nous fait porter évolue. Et par exemple, il y a aussi un 3e complice, c'est l'hérédité. Si vous avez un parent diabétique de type 2, vous avez 30% de risque de le devenir. Si vous avez 2 parents, plus de 50%. Si vous avez fait un diabète de grossesse, vous avez à 40 ans 50% de risque d'avoir un diabète de type 2. Quand on sait ça, on se met un capteur, on regarde, tout va bien, on va voir un professionnel de santé, tout va bien, tout va bien. Le rôle du sucre dans la détection des maladies et du cancer. On entend souvent sucre égale cancer. Ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai et faux. Non, ce qui est vrai, c'est que quand on a un diabète de type 2, le diabète qu'on appelait le diabète gras. Vous savez qu'il y a 2 diabètes. Il y a celui avec lequel on est. Le diabète de type 1, non, pas on est, c'est-à-dire avant 20 ans. C'est un gamin qui fait un choc un bactérien ou quelque chose comme ça, qui va faire des anticorps et détruire son pancréas. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, qui n'est pas d'ailleurs génétique, contrairement. Il y a, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez un parent diabétique, vous avez 30% de risque, et 2 parents, 50%. La transmissibilité du diabète de type 1, et ça je le dis ça pour toutes les mamans qui pensent qu'elles ont donné le type 1 à leur fils ou à leur fille, c'est 2,5%. D'accord, oui, donc c'est l'épaisseur du trait. Donc pas de culpabilité, c'est malchance. Bon, mais maintenant ça se traite bien puisqu'on fait les piqûres, et puis on a les capteurs pour mesurer la glycémie. Maintenant il y a des pompes qui se régulent automatiquement. Donc en fait c'est une maladie. Donc ça c'est 10%. 90%, c'est des gens qui sont en surpoids ou qui ont une hérédité ou qui sont sédentaires ou qui ont une mauvaise alimentation. Donc c'est vraiment le type 2 sur lequel on peut jouer en changeant nos habitudes alimentaires. Et là, il faut changer ses habitudes alimentaires. Et donc, avoir un capteur, ça permet justement de savoir où on en est au moment où on peut changer de vie, on peut avoir aussi d'autres comportements alimentaires, on peut s'apercevoir que, par exemple, on aime les pizzas et puis on s'aperçoit qu'à 30 ans, la pizza, il n'y avait pas une grosse augmentation. Après, à 50 ans, elle fait un truc comme ça. Donc on évite. Donc après, vous savez. Et donc dans le cancer, dans le développement du cancer... Alors, excusez-moi, je reviens au cancer. Égale cancer, trop de sucre Il est vrai que quand vous avez un diabète de type 2 installé, vous avez 50% de risque plus supplémentaire de faire un cancer. Voilà. Ça ne veut pas dire que le sucre est lié au cancer. Par contre, on sait aussi que la cellule cancéreuse, elle, consomme beaucoup plus de sucre que la cellule normale.
Donc, d'ailleurs, on s'est dit très rapidement, il suffit d'arrêter le sucre quand on a un cancer. Mais c'est jamais aussi simple, parce que la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui redevient jeune, qui redevient immortelle, aux dépens de son porteur, et qui a les moyens génétiques de créer du sucre à partir du gras et des protéines. Donc elle se nourrit de toute façon elle arrive de ce qu'il y a de toute dans notre façon organisme. À se nourrir. Donc si on arrive à bloquer, il y a quelques médicaments qui arrivent à bloquer sa capacité à attiser des gènes qui vont lui permettre de faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire de genèse générée, gluco du sucre, néo de nouveau. Donc c'est pas si simple, hein. C'est pas une équation. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au message. Moi, par exemple, j'ai créé sur Instagram un nouveau compte qui s'appelle GLYC, G-L-Y-C, pour justement tout répondre aux gens sur les questions de régulation de la glycémie, parce que c'est compliqué. Il n'y a pas d'IACA-Faucon. La médecine, c'est compliqué. Le corps humain, c'est très complexe. Pourtant, on essaye de vulgariser. C'est pour ça que je suis heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui sur ce plateau pour essayer de simplifier. Mais en fait, même si on veut simplifier dans les grandes lignes, ça reste quand même de toute façon des équations et des... Voilà, on ne peut pas dire si on fait ci, on n'aura pas ça. Ça n'existe pas. Je pense qu'aujourd'hui, un Français ou une Française est absolument capable de comprendre les mécanismes de régulation. Encore faut-il qu'il comprenne, qu'il sache comment ça marche. Parce qu'en fait, tout dans le corps humain a une boucle de rétrocontrôle. C'est-à-dire, je mange du sucre, le sucre va dans le sang, il passe par la veine porte. La veine porte, il y a les capteurs qui vont le donner au cerveau. Le cerveau va dire « Ah, ça y est, j'ai du sucre. » À ce moment-là, comme j'ai du sucre, je demande au pancréas de faire de l'insuline. L'insuline fait descendre le sucre dans le sang, et ainsi de suite. Et puis, il y a même une autre hormone qui s'appelle le glucagon, qui est très importante, très importante, très méconnue, et qui, elle, si vous n'avez pas assez de sucre, elle en lâche. Elle demande au foie d'en lâcher. Vous voyez, donc c'est un équilibre. Il y a toujours une balance dans le corps humain. C'est jamais... Parce qu'on a besoin de sucre quand même, on est d'accord. Bien sûr. De toute façon, on en a dans notre alimentation, même les fruits, mais il y a une vraie différence entre le sucre naturel, vous le disiez en début d'interview, et celui qui est transformé. Mais le sucre naturel, il est bon, il ne nous fait pas de mal, celui-là. Il est bon, mais il ne faut pas non plus en abuser. Il ne faut pas manger 10 fruits, par exemple. Parce que le fructose, dans le fruit, il y a du fructose, et le fructose n'est pas utilisable par vos cellules directement. Il faut qu'il passe par le foie, qui transforme le fructose en glucose. Et ça lui demande beaucoup de travail. Donc, par exemple, quand vous mangez un fruit, si vous mangez une orange, c'est très bien parce qu'il y a de l'eau, des minéraux, du fructose, des vitamines. Vous avez le temps de le mâcher, le foie va le voir arriver, le fructose, et il aura le temps de travailler. Mais si vous buvez un verre de jus d'orange avec 3 oranges dedans, il voit arriver d'un coup 3 oranges, que vous ne mangerez jamais si vous voulez les mâcher. Hein, vous n'allez pas manger 3 oranges. Oui, non, c'est sûr. D'accord ? Vous voyez, donc en fait, on a des habitudes alimentaires qui aujourd'hui ne sont pas adaptées à notre organisme. Et c'est marrant, je me demande, est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant? Parce que les générations d'avant, moi, mes grands-parents, par exemple, j'avais l'impression que la présence du sucre n'était pas autant contestée, on n'en parlait pas autant, on n'avait pas l'impression que ça créait autant de maladies. Oui. Est-ce que c'est une impression que j'ai ou est-ce que c'est juste parce qu'aujourd'hui, on est plus informé, on a plus avancé, on fait plus de prévention, on s'y intéresse plus? Vos parents sont les enfants de la guerre. Ils sont nés après la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a fait que les gens ont manqué de tout. Ils ont manqué de farine, de beurre, de sucre, ils ont manqué de tout. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu concomitamment une augmentation réelle de la productivité agricole. Hein, parce qu'on a utilisé des fertilisants, et les agriculteurs se sont équipés, ils ont très bien bossé, et ils ont nourri le pays. Mais ils l'ont beaucoup nourri. Et donc, ils l'ont nourri à des prix qui font qu'aujourd'hui, on dépense moins qu'avant pour manger. Et donc, on a, pour des parents qui ont manqué de tout, ou plutôt vos grands-parents qui ont manqué de tout, on avait la profusion, allons-y. Et puis, il vous faut une génération pour voir quelles sont les conséquences. Et là, ça y est. Et là, nous y sommes. C'est là qu'on y est. C'est là que nous y sommes. Le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, et ainsi de suite. Moi, quand j'ai commencé mes études, le diabète de type 2, mais bon. Ouais, moi, je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le diabète. Ah ouais, bon. D'accord ? C'était il y a un peu plus de 40 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de la santé. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est lié à notre comportement alimentaire, c'est lié à notre sédentarité. On a décidé de nous faire vivre dans des villes, très bien, mais nos urbanistes ont oublié qu'on a plus de 60% de muscles et que si on ne fait pas marcher nos muscles, eh bien, on devient même résistant à l'insuline. Et qu'on consomme, on consomme, voilà. On consomme de plus en plus. On consomme et en fait, on ne fait pas marcher la machine. En fait, avant, l'alimentation, c'était pour faire marcher la machine. Il y a 2 siècles, un Français il se réveillait, il ne savait pas ce qu'il allait manger. Hein.
dans la journée. Et il travaillait la journée pour savoir ce qu'il allait manger le soir. Et ce qu'il allait manger le soir. Aujourd'hui, c'est différent. On mange parce qu'il faut manger. On consomme, et c'est vrai qu'on a pléthore en plus de choix. Il y a tout. Et en plus, on ne bouge plus. On a les transports en commun, les ascenseurs, le chauffage, la livraison. Et on est dans des villes où faire du sport, je vous assure, c'est extrêmement complexe. Et on est dans des rythmes aussi où on n'a pas forcément ou moins le temps pour prendre du temps pour soi, prendre soin de soi. Faire ses courses. Oui, ça c'est important. Oui, c'est vrai que maintenant il y a les livraisons, on peut se faire livrer. On ne fait pas ses courses. Oui, c'est vrai. Donc on n'achète pas de frais. Donc on achète de l'ultra transformé. Quand vous achetez de l'ultra transformé, vous allez avoir des additifs, parfois des colorants. Alors je ne dis pas qu'ils sont dangereux, mais aujourd'hui, quand vous avez un produit alimentaire, chaque composant a été testé seul. Mais après, quand vous associez et quand vous les cuisez, vous avez ce qu'on appelle des composants néoformés. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment qu'on revienne. Enfin, moi, je dis simplement, il faut revenir à des choses simples. Il faut faire ses courses, manger des légumes frais. Essayer d'être dans du circuit court le plus possible. Absolument. Après, il y a la question du porte-monnaie. C'est vrai aussi qu'on sait que le pouvoir d'achat ayant baissé, c'est plus difficile d'être dans du circuit court qui va être plus cher forcément du producteur au consommateur. Ça, malheureusement, il y a le bio qui est un peu plus cher. C'est ça, il y a une rentabilité, une productivité du bio qui est inférieure, donc les prix sont supérieurs. Mais bon. C'est plus dur de bien s'alimenter aujourd'hui, je pense, qu'à l'époque. Combien vaut votre santé ? Ça, combien elle vaut ? On ne lui donne pas de prix, de toute façon. Voilà, c'est-à-dire que demain, ce que je vous souhaite, vous êtes multimilliardaire, mais vous avez un problème de santé. Eh ben, vous ne pourrez pas racheter. Vous pourrez aller dans les meilleurs services, vous serez traité comme une princesse, comme un hôtel, mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas racheter votre santé. Non, ça c'est certain. C'est pour ça qu'il faut Donc la prévention, c'est la clé. Alors on peut dire peut-être que je suis un peu obsédé par la prévention. Non, mais écoutez, moi je pense que vous avez raison. Je pense vraiment que c'est l'enjeu. Un diabète, après tout, c'est une vacherie, mais il est sympa. Il met 5 à 15 ans pour rentrer. Oui, donc on a le temps de... 5 à 15 ans, ça vous laisse amplement le temps. De le voir. Alors bon, vous mettez un capteur 14 jours sur une année. Un capteur, ça vaut 50 €. Non, c'est vrai. 4,50 par mois. Ça, on peut le mettre en place. Changer son alimentation, prendre des mesures, on peut le faire. Surtout l'aspect... en préparant l'émission, j'ai lu plusieurs scientifiques qui disent oui, le sucre, c'est un peu comme une drogue. J'ai trouvé l'association de mots drogue et sucre quand même assez forte. Ça aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est vraisemblable, plus compliqué, même sans rentrer forcément dans le détail scientifique, mais est-ce que quand on est habitué à manger du sucre, demain, j'arrête complètement le sucre. Je suis quoi? Je suis ramassée, non. Je suis au fond de mon canapé, je suis en... Non, d'abord, il ne faut pas arrêter. Je suis malheureuse. Il ne faut pas arrêter complètement. Les attitudes qui consistent à être comme ça, binaires, ça ne marche pas. Moi, j'ai un ami qui a tenu 21 jours sans sucre transformé. Mais pas 21 jours, il n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu tenir. C'est pour ça que je vous dis... Trop dur, pas le moral, pas bien, énervé, fatigué, Pourquoi? pas bien. Parce qu'il n'a plus de dopamine. Il a plus de... Vous savez, il y a plusieurs hormones de bonheur. Il y a la sérotonine et la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir immédiat. La sérotonine, c'est le bien-être. Je me sens bien dans ma peau et dans ma vie. Les deux, ça dérègle les deux. Si on arrête le sucre transformé, on est déréglé au niveau des deux. Au niveau des deux, enfin, la sérotonine, elle est faite par le tube digestif. Elle est par l'intestin et par la flore bactérienne. Elle n'est pas faite directement par le contact. Mais en tout cas, si vous arrêtez, il ne faut pas arrêter complètement le sucre. Le sucre, il faut le considérer comme un ami. Comme tous les amis, il y a des amis à qui vous ne vous confiez pas et il y a des amis que vous n'invitez pas en vacances avec vous. Et si vous le faites une fois, en général, vous êtes très content. Quand ils repartent. Quand ils repartent, voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous ne dînerez pas avec eux 3 semaines après les vacances. Ouais, en fait, il ne faut pas qu'ils deviennent mon meilleur ami, c'est juste ça. Voilà, c'est un ami et vous le gardez à distance. Si vous vous dites c'est mon ennemi juré, vous allez rentrer dans une logique, vous ne pourrez pas vous en passer. Donc il faut juste avoir une vraie distance avec le sucre. Et accepter de temps en temps une pâtisserie, pourquoi pas, mais pas se jeter. Vous savez, par exemple, il y a des sucres qui ne payent pas de mine, c'est les féculents. Oui, mais ça, pour moi, c'est des bons sucres pour moi. Ah bon, pourquoi? J'entends tout le temps, c'est des sucres rapides. Alors, vous oubliez sucre lent, sucre rapide? Je me dis, c'est bon, avant de faire du sport, par exemple, on dit, les sportifs, un plat de pâtes, on y va, c'est parti. Alors, le plat de pâtes du sportif, c'est le cycliste qui fait un col. Oui. D'accord? On en est loin. Excusez-moi. Okay. Oui. D'accord? Sauf mon respect. C'est le marathonien qui va se taper un plat de pâtes comme ça, parce que le marathonien, on connaît tous le mur du 20e ou du 34e kilomètre. Marathonien, il faut qu'il soit chargé. D'accord? Chargé.
Hein, d'accord. Ok, donc en gros, c'est trop, ça n'a pas de sens, c'est pas adapté du tout. Vous n'êtes pas obligé de manger des féculents midi et soir, comme on le dit souvent. Vous pouvez d'ailleurs les remplacer avantageusement par des légumineuses, parce que les légumineuses ont plus de fibres que les féculents. Qu'est-ce que c'est dommage, parce que tout ce qui contient du sucre est bon, quoi. C'est ça, en fait, c'est un peu simpliste ce que je vais vous dire, mais vous me parlez de légumineuses, ça me fait moins rêver. Ah bah ouais. Qu'un plat de pâtes? Ah bah oui. Alors d'accord, mais le plat de pâtes, il faut qu'il soit al dente. Mais même. Mais même. Ah même. Ouais. Je trouve qu'on est attiré par des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour notre santé. Bah parce que c'est sucré, ça fait de la dopamine. C'est pour ça qu'on parlait des industriels, où je me dis, c'est pas possible, forcément, quelque part, ils ont chargé pour qu'on ait envie d'y aller. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas de complot de leur part. Moi, je suis contre cette façon de voir, oui, vous comprenez, non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une réglementation qui dise, dans le bonbon de nos enfants, on ne peut pas mettre plus de temps de sucre. Voilà. On voit des mentions un peu sans colorant artificiel, tout ça, mais bon, ça veut rien dire, on est d'accord, ça c'est du marketing. Moi, il y a des bonbons que j'adore. Il y a des bonbons que j'adore, je les tairais. Quand j'allais vous demander, est-ce que vous mangez du sucre? Je voulais terminer mon interview là-dessus. Un petit sucre, un petit café avec du sucre? Non, jamais de sucre dans le café. Jamais, voilà, vous avez posé la question. Pendant 3 jours, j'ai arrêté, il y a 30 ans, le sucre dans le café. J'ai arrêté. Donc, conséquence. D'abord, il faut que le café soit bon. Si vous allez dans un bistrot où ils ont de l'arabica là, qui est terrible, là, vous savez, ce café-là, vous vous demandez d'où il sort. Voilà. Mais là, vous vous en rendez compte, c'est pas possible. Il faut du robusta. L'arabica, c'est le bon, le robusta, c'est le pas bon. Enfin, pas bon. Les experts vont dire comment, mais qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Voilà, le robusta, il est dur, il est un peu. Voilà. Bon. Mais quand vous buvez ça sans sucre, eh bien, il faut qu'il soit très très bon. Mais après, vous vous habituez. Vous habituez et vous trouvez justement les différences d'amertume que vous avez dans le café. Et oui, vous découvrez toutes les saveurs. Parce qu'évidemment, on ne les masque pas par le sucre. Exactement. C'est ce que vous nous les enfants, vous leur donnez un yaourt nature. Ils ont 2 ans, ils mangent un yaourt nature, ils mangent un yaourt nature. Il y a du lactose dedans, donc ils ont le goût sucré. Oui, ils ne vont pas se poser de questions si on leur met en plus. Ouais, ça sert à rien. Sur les fruits, c'est pareil, sur les fraises, tout ça. On essaye d'éviter. Pour terminer cette interview, docteur, j'aimerais bien qu'on fasse un petit vrai ou faux justement sur les idées reçues. Allez, on en a déjà balayé plusieurs, mais voilà, pour ceux qui nous regardent, on entend souvent qu'il vaut mieux remplacer le sucre blanc par le sucre roux. Voilà, bonne réponse. Non, c'est-à-dire que dans le sucre roux, il y a un tout petit peu plus de minéraux, mais enfin, c'est vraiment à la marge. D'accord, donc c'est pareil. Mais si ça vous fait plaisir, c'est psychologique. Si vous avez l'impression de vous faire du bien, faites-le. Parce que le cerveau, le cognitif, il est très fort. Il est content, faut pas S'il se dit « Ah ben c'est mieux pour moi », eh ben ce sera mieux pour vous. Ok. Le miel, c'est une bonne alternative au sucre. Le miel est une bonne alternative au sucre, mais il sucre beaucoup plus que le sucre. Il a un pouvoir sucrant supérieur. Oui, mais il est moins dangereux. Il est moins dangereux, c'est du fructose. Donc il ne faut pas en abuser. Donc le miel, ça va avec un mot qui s'appelle filet. Filet de miel. D'accord, donc pas trop dans donc l'été, il faut que le miel soit assez liquide pour pouvoir mettre un filet. Ok. Les sucres naturels sont traités différemment par le corps et donc moins dangereux. Que les sucres transformés. Sucre naturel égale pas trop de danger pour le corps. Quand vous avez du sucre qui arrive, automatiquement, le pancréas va faire de l'insuline, quel que soit le sucre. Mais on ne le déborde pas, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on ne le surcharge pas. Et enfin, les édulcorants. Tous les gens qui nous regardent et qui utilisent des édulcorants en disant « mais c'est pas du sucre ». Moi, mon grand-père, avec, je dirais pas la marque non plus, mais hop, dans le café, on mettait une petite pilule d'édulcorant, on me disait « ça c'est rien, c'est pas grave, mauvais ». Il n'y a pas de calories, mais il y a 2 inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que vous ne vous déshabituez pas du goût sucré. Vous ne faites que le maintenir. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des édulcorants qui ont un petit goût, un petit arrière-goût. Oui, mais ça, c'est pas grave si c'est pas dangereux pour nous. Au pire, on garde le goût, mais c'est pas grave. Mais les édulcorants ont un impact sur la flore bactérienne intestinale, qui, eux, prennent ça pour du sucre. Et donc, on sait aujourd'hui que certains édulcorants peuvent induire ou peuvent provoquer des prédiabètes ou des diabètes. Donc, c'est pire que de mettre du vrai sucre ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Entre l'édulcorant ou le vrai sucre, on choisit quoi? Moi, je vais vous dire, l'édulcorant, c'est bien quand c'est exceptionnel, parce que ça reste un produit qui n'est pas naturel. Et le sucre, ça reste un produit industriel, mais un peu plus naturel. Donc, si vous voulez du sucre, mettez du sucre et diminuez par 2, divisez la dose par 2. Et vous pouvez jouer avec les édulcorants. Si vraiment vous voulez faire un gâteau, par exemple, au chocolat, vous divisez par 2 la quantité de sucre et vous mettez une
pincée d'édulcorant, puisque ce sera partagé par 6. Et vous ne mangez pas du gâteau au chocolat tous les jours. J'ai l'impression que ce sera le mot qu'on va retenir, c'est vraiment l'équilibre et puis parcimonie et essayer pas surtout... Pas de grande... Rien de radical, mais non, rien ça de sert trop, à rien. juste de Ça l'équilibre. sert à rien, c'est très difficile. Être radical, c'est un métier. C'est pas bon, c'est vrai. Hein, ouais. C'est jamais mais bon. surtout, faites de l'exercice. Bougez, Manger, parce que bougez. Quand vous brûlez, quoi. Voilà. On retient ça. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle votre livre, donc Sucre, l'ennemi public, numéro 1. Voilà, la prévention aussi, la prévention. On peut je parle des capteurs aussi. Essayez à la maison. Merci de nous avoir suivis. Merci, docteur, et au plaisir de vous retrouver sur ce canapé. À bientôt. Merci infiniment.